Bonjour, madame. Merci de nous avoir reçus ce matin. La première question va commencer directement. Le chef de l'État a levé une conférence de presse la semaine passée. Dans les questions de parler de sécurisation de ce cas politique, gouvernement social, diplomatie. Nous voulons que vous quelle est votre question pour en tant que membre de l'ACD, de notre président gentil là, et puis honorable député. Merci beaucoup, madame. Je crois que c'est une activité de communication. Le chef de l'État a communiqué, il a brisé un certain silence, il a fixé l'opinion sur un certain nombre de choses et il a donné son point de vue sur aussi certains secteurs de la vie nationale. Et moi, je pense qu'en tant que membre d'un parti politique de l'Union sacrée de la nation, et les chefs de l'État, dans le cas d'espèce, c'est notre autorité de référence, je ne peux que considérer que ce sont des orientations. Considérer que la pensée du chef là, c'est une façon, c'est une orientation qu'il est en train de donner quant à la marche de la vie nationale, quant à la marche de la politique dans notre pays. Je dis toujours que après que le chef s'être exprimé, il va falloir que nous, les états-majors, nous puissions voir comment organiser et donner corps à la parole du chef. Pour moi, c'est donc une activité bien réussie, une activité bien attendue et qui aujourd'hui alimente d'ailleurs le débat national. Merci beaucoup, madame. Dans le même rencontre, le chef de l'État a parlé sur plusieurs réalités. Maintenant, le collègue de l'État, le président de l'État, nous sommes devenus sur le projet de Saint-François. Vous, en tant que militaire, quelles sont les suggestions, quelles sont les recommandations que vous pouvez apporter vis-à-vis du chef de l'État par rapport à ce projet de Saint-François? Et il y a certaines personnes qui disent que le projet de 545 est une partie échec et une partie réussite. Vous, en tant qu'honorable depuis cadre d'une partie politique, quelles sont les recommandations que vous sortez en fait de la améliorer et de faire un minimum de temps pour ce projet de 545? Merci beaucoup, madame. Moi, j'ai le malheur d'avoir initié une question orale avec débat contre le vice-premier ministre du Plan, Guinée Mingo. Je lui avais posé la question de savoir s'il considérait que les programmes 145 territoires étaient une réussite ou un échec. Et les débats qui s'en sont suivis lors de cette initiative parlementaire ne m'avaient pas donné totalement satisfaction. J'avais considéré qu'il y avait des points où des zones, si pas des provinces, où le PDL 145 territoires a complètement échoué. Il en est le cas, par exemple, de ma province de Maïdombe, où le taux d'exécution est de 27% seulement. Et jusqu'aujourd'hui, à travers toute la province, il n'y a que 2 écoles qui ont été inaugurées. Et
Je viens même d'apprendre que le directeur général, le coordonnateur de CCF, l'agence d'exécution, il a même été suspendu par le ministre des Finances parce que ça n'allait pas. Donc, ceux qui disent que en partie il y a réussi, en autre partie il y a échec, bon, je peux être d'avis que dans d'autres territoires, le programme a peut-être réussi. Mais dans mon environnement immédiat, je ne considère pas que c'est une réussite. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut des efforts pour que ça puisse, n'est-ce pas, bien se passer. Étant donné que c'est un programme du gouvernement, il faut que justice puisse être faite à tous les habitants, à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. Donc, on doit toujours imaginer qu'il faut renforcer les financements. Si le premier financement n'a pas donné tous les résultats voulus, escomptés, maintenant, il faut imaginer un deuxième financement pour achever les inachevés. Bon, encore que le projet, dans sa genèse, avait quelques défauts. On avait mis la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire que, au lieu d'envisager par exemple la réhabilitation des routes, on a immédiatement foncé vers la construction des bâtiments. Alors que les matériaux doivent être transportés d'un endroit à un autre. S'il n'y a pas de route, comment on va transporter les ciments? Comment on va faire ceci? Donc il y avait un certain nombre de contraintes qui n'ont contribué à cet échec-là. Et je vais dire que là, il faut qu'on puisse repenser les projets pour voir là où les défauts, qu'on les corrige. Bon, le chef de l'État en a parlé, parce que lui, c'est quelqu'un de fortes convictions. C'est lui qui est le visionnaire. Alors, le fait qu'il parle de ça jusqu'aujourd'hui, il considère que c'est quelque chose qui contribue même à son bilan en tant que chef de l'État. Et moi aussi, je pense que si l'idée arrive jusqu'au bout, c'était quelque chose de bien imaginé, de bien pensé, le projet de 145 territoires. Donc, ça aurait été la première fois qu'on puisse voir le gouvernement en train de construire autant de bâtiments administratifs, autant de centres de santé, autant d'écoles. Madame, je ne vous dis pas, nous qui sommes les élus de l'intérieur, nous venons des vacances parlementaires et on rentre ici avec un cœur en souffrance, avec un cœur pincé, parce que les conditions de vie là-bas à l'intérieur sont très difficiles. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de bonnes écoles, et les conditions scolaires sont difficiles, il n'y a pas de bancs pour les élèves, et la santé, mais il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de microscope, il n'y a pas de matériel. Et donc, les infirmiers qui sont là-bas, ils font leur travail juste ils assurent un traitement, ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Vous venez, vous lui dites que vous avez mal à la tête, lui imagine que c'est la malaria, parce qu'il n'a pas la possibilité de vérifier, de faire des examens, des laboratoires. Donc les conditions sont difficiles. C'est comme ça que moi, j'ai toujours encouragé les projets de développement des 145 territoires. Je l'ai toujours encouragé. Et je suis contre ceux qui ont détourné l'argent de ces projets-là. Je suis contre ces gens-là. Je suis contre ces gens. Pour moi, lorsque j'avais fait ma question orale avec le débat, j'avais taquiné le ministre pour lui dire qu'il n'était pas courageux, qu'il n'était pas capable d'appeler les chats par son nom. Parce que lui-même a dit à l'Assemblée que le taux d'exécution financière était supérieur au taux d'exécution physique. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'argent
que les réalisations. Et l'argent là est parti où? Je lui avais dit d'appeler les chats par son nom pour que s'il y a des tournements, qu'ils puissent, n'est-ce pas, engager des poursuites judiciaires contre les gens qui ont détourné l'argent de l'État destiné au projet 145 territoires. Je suis contre ces gens-là. Sinon, c'est un des meilleurs projets, un meilleur programme pour notre pays. Ça, c'est mon point de vue personnel. La question des autres questions, ça va beaucoup plus. Je sais que l'État a déclaré au repartir comme une seule partie élection de 2028. Donc, je sais que l'État a parlé du dossier comment faire le statut du troisième mandat. Si le peuple veut, il sera comme président de la République. Vous regardez le peuple. Pensez que cette évaluation soit envisageable. C'est lui. Madame, il faut ici faire un peu de la philosophie. Je préfère dire qu'on est en démocratie. En démocratie, la démocratie se définit comme le pouvoir du peuple par les peuples. Voyez-vous? Ce qui veut dire que le chef de l'État, il est là en train de représenter les peuples. Les députés est là en train de représenter les peuples. Le gouvernement est là en train de représenter les peuples. Les sénats, les sénateurs sont là en train de représenter les peuples. C'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, par voie de référendum, peut donner toutes sortes d'orientations à la vie nationale. Moi, je ne trouve pas ça que c'est le fait pour le chef de l'État de dire les choses de cette manière qu'il a péché. Non, il n'a pas péché. À mon avis, il n'a pas péché. Il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Il a seulement reconnu que c'est le peuple qui est le détenteur de tout pouvoir politique. Donc, c'est que si vous pouvez avoir des là, maintenant, il faut faire la part des choses. Comment ça se fait? Et donc, pourquoi est-ce que les voix s'élèvent? Les voix s'élèvent parce qu'on considère que le fait pour le chef de l'État de le dire, ça veut dire nécessairement qu'il va solliciter un troisième mandat malgré que la Constitution le lui interdit. Le chef de l'État ne va pas solliciter un troisième mandat en violation de la Constitution. Il ne va pas solliciter un troisième mandat en violation de la Constitution. Les collègues de Mbonampoy a déposé une proposition de loi sur le référendum. Si cette loi-là, si la loi est votée, on aura un cadre juridique pour organiser le référendum. Et si le référendum, c'est quoi? C'est justement la parole du peuple. C'est le peuple qui dira oui ou non. Et là, je ne vois pas comment on peut empêcher au peuple de dire oui ou non à quelque chose. Si le référendum est organisé et que le peuple s'exprime, nous, pour politiciens, pour politiques, pour les institutions de la République, seront obligés de suivre ce qu'aura dit le peuple. Et si maintenant le peuple dit que nous pensons que ça peut être dans tel sens, nous sommes obligés de nous soumettre. On ne peut pas refuser au peuple propriétaire, détenteur du pouvoir politique, de s'exprimer. Ou de dire ce qu'il pense. Excusez-moi, vous ne savez pas que le référendum et les élections, c'est toujours le même chemin. Pourquoi vous ne pas organiser les élections, mais au moins les référendums? Le référendum, c'est aussi une voie électorale.
c'est aussi une élection. C'est toujours Oui, c'est aussi une élection, je veux dire. Mais seulement le référendum, oui, il intervient pour des matières spécifiques. Le référendum n'intervient pas pour voter les individus. C'est à travers les élections qu'on vote les présidents, les députés, les sénateurs, les gouverneurs, ainsi de suite. Mais le référendum, c'est pour des matières spécifiques, notamment les changements de la Constitution, la forme de l'État, et ainsi de suite. Il y a des matières précises dans la Constitution qui demandent qu'il faut que le peuple puisse vous l'autoriser par voie de référendum. Je me rappelle qu'en 2006, avant la promulgation de cette Constitution, il y a eu référendum. Il y a eu référendum. Il y a déjà eu référendum dans ces pays. Le référendum n'est pas quelque chose qu'on imagine aujourd'hui. Non, il y a déjà eu référendum ici dans ces pays. Oui. Et quand l'opposition ne sera pas d'accord, quelle sera l'opposition n'a jamais été d'accord. L'opposition, de par sa nature, n'a jamais été d'accord. L'opposition congolaise, je veux dire, n'a jamais été d'accord avec le pouvoir. Non. Moi, je n'appelle pas ça dictature. Je n'appelle pas ça dictature pour autant que c'est le peuple. Si c'est le peuple qui doit le dire, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, en tout cas, nous sommes tous censés obéir à la volonté du peuple. Parce que c'est de là que nous venons. Nous venons du peuple. Nous sommes nous-mêmes peuple aussi. Okay. Le président de la République, Antoine Tshisekedi, a évoqué la nécessité de modifier certaines dispositions de la Constitution, voire d'engager une réforme plus large. Celle-ci fait l'analyse de cette position du chef de l'État. Bon, en tout cas, je le dis comme je vais le dire. La Constitution que j'ai entre mes mains a déjà subi une révision dans ces pays-ci. En 2011. Et la révision s'est déroulée où? Ici, dans ces pays, là, dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. C'est il y a 6 années. Il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Et pourquoi le président de la République insiste sur ça? Pourquoi le premier mandat n'avait pas insisté pour le changement de... Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Moi, je pense que on ne doit pas s'en prendre au président de la République. Parce que la Constitution donne même au président de la République le pouvoir, lui-même en tant qu'institution, de décider la révision de la Constitution. Les initiatives pour modifier la Constitution peuvent venir du président de la République, du gouvernement, du Parlement, même des peuples, par une pétition qui réunit 100 000 signatures. Si nous, là, le peuple, là, nous mettons 100 000 personnes, nous faisons 100 000 signatures, nous allons déposer à l'Assemblée nationale pour dire que nous réclamons la révision de la Constitution. La Constitution le prévoit. C'est une hypothèse aussi pour changer la Constitution, pour modifier la Constitution, pour réviser la Constitution. Le président de la République lui-même en tant qu'institution, il a ce pouvoir-là de déclencher les mécanismes de la révision constitutionnelle. Mais pourquoi ça c'est prévu dans la Constitution? Mais pourquoi quand on le dit, ça devient un problème? Moi, je pense qu'on doit éviter la crainte, on doit éviter la peur. Considérer que quand on dit des choses comme ça, c'est nécessairement pour que Félix Tshisekedi reste au pouvoir, pour que ceci... Non, mais d'abord, c'est un problème. Entre la révision de la Constitution et la présence de Félix Tshisekedi à la tête de la République, à la tête de l'État, qu'est-ce qui vient avant? C'est la Constitution.
Parce que l'État est organisé à travers la Constitution. Et ce sont les choses qui sont prévues. C'est nous, les détenteurs du pouvoir. Pour autant que nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui est le propriétaire du pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir à qui il veut. S'il veut que le pouvoir, cette fois-là, c'est à moi de dire que le peuple va désigner, va aller voter pour que moi je sois qui considère que je puisse être. Si c'est vous, madame, ça sera la même chose. C'est le peuple. L'intérêt dans tout ça, c'est l'exercice de la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Le peuple sera là en train d'exercer son vrai pouvoir. Voilà. Honorable, nous sommes presque à la fin. Ça, c'est ma dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser à la population congolaise en général, ainsi qu'à vos électeurs en particulier, à la suite de la communication du président de la République? Bon, à ce sujet-là, je veux dire que nous devons être des patriotes. Les patriotes, c'est celui qui regarde l'avenir du pays, qui s'intéresse à l'intérêt général. Je pense que pour autant que le pouvoir du peuple, le pouvoir appartient au peuple, le peuple a le droit d'exercer ce pouvoir-là. Nous avons choisi que notre pays puisse être un pays démocratique et nous ne pouvons pas nous-mêmes au même moment en train d'empêcher l'exercice de la démocratie. Si la démocratie est démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est détenteur du pouvoir et le peuple agit par voie d'élection, par voie de référendum. Si le peuple n'agit pas par ces deux mécanismes-là, le peuple agira comment? Quel est l'autre mécanisme prévu pour que le peuple puisse agir sur la vie politique? Ce sont des choses qui existent. Soyons courageux, abordons l'avenir de notre pays avec pragmatisme. Il ne faut pas susciter la peur. Considérer que s'il y a ça, le ciel va tomber, on aura ceci, on aura cela. Donc, c'est aussi une manière de faire, c'est aussi une manière de dire les choses. Mais moi, je pense que nous devons aborder l'avenir de notre pays avec pragmatisme. Déjà que nous sommes vulnérables, attaqués de partout. Mais, il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut entreprendre. Il faut faire que ça puisse aller mieux demain. Et si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? C'est par ces mots que je vous remercie infiniment d'être venu, recueillir également mes avis par rapport au point de presse du chef de l'État. Merci beaucoup.